Bonjour à nos premiers participants connectés pour ce webinaire autour de la fidélité relationnelle. On va bientôt commencer. Je propose qu'on laisse encore 1 ou 2 minutes, le temps que les personnes puissent se connecter sur le lien. J'espère en tout cas pour ceux qui se sont connectés, vous nous entendez bien. N'hésitez pas à utiliser le chat pour nous dire que tout est OK. Parfait, merci. Le compteur de participants continue de monter. On attend encore une petite minute que tout le monde puisse assister au démarrage. Un bonjour d'Aix-en-Provence de la part d'Eric. Merci Eric. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus nombreux. On ne va pas tarder. Bonjour, je vous propose qu'on y aille. De toute façon, je vais faire une petite introduction, ça permettra encore à quelques retardataires de venir. Donc, je vais me présenter, moi c'est Julien Vieux-Vincent, je suis associé au sein du cabinet de conseil Bartol en charge des sujets expérience client et marketing. Je suis très heureux au nom de toute l'équipe de vous accueillir aujourd'hui autour de ce webinaire sur la fidélité relationnelle avec cette question qu'on pose: comment passer de la promesse à la réalité? Avant de présenter nos experts et intervenants, je vous invite à poser vos questions directement dans le chat, si vous en avez, quand vous en avez. De toute façon, on a prévu un temps en fin de session pour y répondre. S'il y a des questions qui sont directement en lien, évidemment, avec les propos de l'intervenant, on essaiera évidemment d'y répondre en direct. Alors, pour le tour de table, nous, on a voulu faire effectivement une approche très écosystème pour répondre à l'ensemble des questions sur ce sujet de la fidélité relationnelle, aussi bien sur comment mener ces réflexions-là que sur la concrétisation. Et donc, nous avons autour de la table un cabinet de conseil, Bartol, qui va être représenté par Laure Céline, senior manager, notre experte sur les sujets de fidélité. Nous avons également Cohort, plateforme de Smart Loyalty, représentée par Séraphi. Et enfin, Comarch, qui, entre autres solutions, propose une plateforme d'engagement client qui sera représentée par David. Déjà, merci à tous les trois pour votre participation. Et pour lancer le sujet, je vais me tourner vers Laure Céline pour déjà poser une première question. Pourquoi aujourd'hui parle-t-on de plus en plus de fidélité relationnelle ? Merci Julien, bonjour à tous. Justement, pour introduire un petit peu le sujet aujourd'hui, je vais vous partager un peu le discours que j'entends très souvent chez mes clients ou les prospects, qui se matérialise un petit peu par cette phrase. Le poids des promotions sur mes ventes est en constante augmentation. Nous arrivons au bout de cette stratégie, mais nous ne savons pas fidéliser autrement que par des points liés aux achats. Donc, en effet, si les promotions sont de plus en plus nombreuses, la consommation des ménages, elle, n'a pas progressé en 15 ans.
et les perspectives de croissance ne sont pas mieux. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être bien pour la planète, mais ça recentre surtout le sujet sur l'intérêt de fidéliser. Il est donc une impérieuse nécessité, effectivement, de réinvestir sur la fidélité. Et quand on se dit ça, il y a vraiment deux axes sur lesquels on peut développer la fidélité. Évidemment, sur la partie transactionnelle, en personnalisant avec des offres attractives, toujours plus ciblées et adaptées aux clients. Là, il reste encore un grand chemin à parcourir et voilà, des solutions comme celle de Comarch ou Cohort, etc., sont de très bonnes plateformes pour ce faire. Mais ce n'est pas forcément le sujet qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui. Ce qu'on voulait aborder, c'était vraiment le potentiel énorme qui réside dans tout le volet relationnel, où il s'agit en fait d'aller reconnaître le client au-delà de la pure transaction et d'aller chercher en fait la capacité à créer une préférence de marque. Alors, du coup, je vais pas ramener beaucoup de statistiques ce matin, je vous en ai ramené qu'une seule. C'est celle-ci en fait, 82% des clients restent fidèles à une marque pour laquelle ils ont un engagement émotionnel fort. Cette stat, elle est vraie depuis plusieurs années, elle est assez invariante. On la constate maintenant aussi bien sur du B2B que du B2C, et on la constate sur tout type de marque, que ce soit au niveau du luxe, mais aussi sur des marques beaucoup plus low cost. Voilà, donc ça montre l'intérêt en fait et le potentiel à travailler la fidélité relationnelle. Alors, quand on se dit fidélité relationnelle, vous allez me dire, mais en gros, c'est quoi la fidélité relationnelle ? Évidemment, elle va s'appuyer sur le transactionnel, mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va vouloir travailler, vouloir développer avec vous. C'est plutôt d'aller rechercher un petit peu tout ce sentiment d'appartenance, de préférence de marque. Alors, très concrètement, on va être dans la relation, dans quelles sont les interactions en fait qu'on va pouvoir gérer entre vous et vos clients. Donc, sur la relation, et ce qu'on va aller chercher, c'est pas que le client il vienne vous voir pour vos produits, mais qu'il vienne parce qu'il aime ce que vous êtes, ce que vous représentez, et surtout comment vous lui faites sentir. Voilà, c'est vraiment le sujet qu'on va vraiment essayer d'aborder aujourd'hui avec vous. L'idée, en fait, c'est que le client, il se sente complètement reconnu, choyé et compris. Alors, vous allez me dire, très bien, mais comment on peut instaurer, comment on peut créer ce type de relation? Et du coup, pour ce faire, en fait, voilà, je vous propose de vous partager quelques ingrédients clés qui permettent de travailler cette relation, cette fidélité relationnelle. On peut faire une analogie avec le couple et évidemment la confiance, ça devient le pilier d'or, quoi. C'est vraiment l'indispensable. Alors comment la confiance elle se matérialise quand on est une marque? Évidemment, ça va être le respect de votre promesse de marque, ça va être la fiabilité, ça va être l'honnêteté. Il est important que le client se sente dans un terrain sûr. La confiance, c'est un sujet qui est de longue haleine puisqu'elle peut exister à un moment donné, mais il faut qu'elle se poursuive dans le temps. Alors après, ce qui va vraiment faire le feu, qui va vraiment être le moteur en fait dans la fidélité relationnelle, ça va être l'émotion. Là, c'est vraiment le feu sacré. On sait que c'est la tête qui décide, mais c'est le cœur en fait qui fait revenir. Du coup, là, il faut être en capacité de créer des moments mémorables qui vont toucher votre client en plein cœur. Donc, c'est là où il va falloir réfléchir à comment créer ces moments-là. Ça peut être évidemment des mots personnalisés, ça peut être des gestes complètement inattendus, par exemple. Le troisième ingrédient majeur qui aide beaucoup à créer ce lien, c'est le fait d'être dans la personnalisation. Tu me connais par cœur. Aujourd'hui, c'est toujours vrai. Rien n'impressionne plus qu'une entreprise qui montre qu'elle connaît son client. Alors, bien évidemment, l'adresser par son prénom, lui rappeler un petit peu les préférences que le client a vis-à-vis de vous et savoir les matérialiser. Anticiper les besoins, ça, ce sont vraiment des choses aussi qui sont fortement attendues. L'idée dans ce volet-là, c'est de ne plus être le fournisseur, mais d'être un peu le partenaire préféré.
Et puis le dernier ingrédient, et bien évidemment, hein, toujours avec l'analogie du couple, hein, ce sont les valeurs communes. Et donc, les clients fidèles vont vraiment apprécier en fait de partager les engagements que vous avez au sein de votre marque et de ce que vous incarnez. C'est des éléments qui vont vous permettre de vous rapprocher des clients. Voilà. Donc, quand on a partagé un petit peu, quand on comprend un petit peu mieux ce que c'est la fidélité relationnelle, ce que je vous propose en fait, c'est qu'on réfléchisse très rapidement hein, aux aspérités un peu profondes des consommateurs, parce que c'est là-dessus en fait que vous allez pouvoir trouver des leviers et vous allez pouvoir commencer à construire un petit peu des expériences qui vous seront vraiment propres entre vous et vos clients. Et puis, ça vous permet aussi, en fait, de voir un peu le champ du possible de la fidélité relationnelle, parce qu'il y a vraiment un champ du possible qui est très important. Alors, la première aspiration, alors vous allez me dire, ça reste du basique, c'est vrai, c'est un indispensable. Se simplifier la vie, ça reste toujours vrai, c'est quelque chose qui est très important. Je vous le rappelle aussi parce que souvent, quand on est en sein de sa marque, on oublie un petit peu les écueils que l'on fait vivre à ses clients et c'est toujours important de se le rappeler. Alors, qu'est-ce qu'on entend vers se simplifier la vie? Ça va être des solutions qui vont être intuitives et pratiques, bien évidemment, mais c'est aussi comment réduire la complexité autour d'un choix que le client doit faire. Ça va être l'optimisation du temps. Ça va être il va y avoir des attentes fortes en fait autour de services qui vont simplifier la vie au sein du processus d'achat, mais pas que, ça peut être aussi au sein des livraisons. Voilà. En tout cas, il faut trouver la façon de faire en sorte que ça va tout le temps améliorer, simplifier la vie du client, parce que ce sont des ingrédients qui sont vrais à un instant T, mais qui sont toujours en attente pour aller toujours plus loin. Donc, voici ce premier ingrédient. Le deuxième, il est autour de se rassurer. Donc, ça aussi, on est sur un must-have, on est sur un indispensable. Garantir la sécurité pour moi et ma famille, ça n'a pas de prix. Et dans se rassurer, on a vraiment deux angles, je dirais. Un qui va être autour de consommer plus sainement. La santé, ça reste au cœur des préoccupations des clients. Et un deuxième qui va être plutôt sur de la réassurance par rapport à un achat. L'idée, c'est le client a besoin de se rassurer, de se dire qu'il a fait le bon choix pour lui et sa famille. Donc là, on a des ingrédients que vous connaissez hein, sur le fait de consulter des avis, avoir des témoignages, des garanties, des tutos. Ça peut se jouer de plein de façons différentes. Voilà, une fois qu'on a posé ces deux indispensables, on va être plutôt sur des aspirations qui vont venir vous aider à trouver des leviers qui vont vous permettre de vous différencier. Donc, par exemple, le premier que je vous invite à voir, c'est autour de consommer plus éthique et responsable. Les clients veulent savoir que leur argent contribue à quelque chose de positif, qu'il s'agisse d'un impact social, environnemental ou d'une amélioration de la qualité de la vie. Donc là, en tant que marque, l'attente en fait va être vraiment dans l'authenticité, dans de la transparence. Un deuxième levier pour arriver à vous différencier et qui reste toujours vrai en fidélité, hein, c'est de bénéficier d'une attention spécifique. Le fait de se sentir unique et considéré reste toujours vrai. Les attentes sont toujours de plus en plus fortes. Hein. La personnalisation là-dessus, elle doit être toujours plus accrue. Et l'idée, c'est vraiment de répondre à une attente complètement individuelle. C'est toujours par rapport à l'analogie du couple, il faut savoir sortir de sa routine et créer de la surprise. Là-dessus, en fait, il y a plein de possibilités pour créer des événements de surprise. Ça peut être autour de rendre le consommateur acteur. Ça peut être autour de découvrir de nouvelles innovations ou encore de proposer de nouvelles expériences. Et le dernier que je vous partage, il va être sur le recréer du lien. Effectivement, hein, dans notre monde de plus en plus digitalisé, le besoin de contact humain et d'interaction se renforce. Donc, les marques, en fait, qui vont favoriser un petit peu ces connexions sociales,
qui vont incarner des communautés avec des valeurs complètement partagées, vont pouvoir se positionner comme des acteurs de cohésion sociale et donc pouvoir se différencier toujours. Voilà, vous avez compris en fait que la fidélité relationnelle, c'est d'inventer en fait toutes ces nouvelles expériences mémorables et différenciantes. Et donc, pour créer un petit peu ces nouvelles expériences, la recommandation, en fait, ce serait surtout, faites pas l'erreur de vouloir être partout, hein, choisissez vraiment vos combats, choisissez vraiment un fil rouge dans lequel vous allez exprimer vos différentes expériences. Et pour créer une expérience réussie, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de la créer vraiment en 3 points. Le premier, c'est d'identifier le bon levier. En gros, très concrètement, vous allez jouer sur quelle émotion? Est-ce que vous allez être sur la surprise? Est-ce que vous allez être sur de la reconnaissance, par exemple, au travers de la co-création? Est-ce que vous allez chercher du lien authentique avec une certaine revendication? Est-ce que vous allez être dans le partage entre amis? Enfin, il y a plein de façons de matérialiser un levier, mais en tout cas, cherchez vraiment l'émotion que vous allez vouloir travailler. Et puis, une fois que vous savez sur quel type de levier que vous allez le travailler, il faut vraiment trouver le bon moment et le bon endroit aussi. Et en dernier point, surtout n'oubliez pas ce que le bénéfice que votre client va en ressortir. Qu'est-ce qui va être enrichissant pour lui? Qu'est-ce que vous lui proposez d'activer? Quelle va être la valeur ajoutée en tout cas pour lui? Voilà, ça c'était pour vous matérialiser un petit peu les grands principes pour pouvoir créer une nouvelle expérience, de nouvelles expériences mémorables et différenciantes. Et du coup, je vais pouvoir passer la main pour que vous voyez beaucoup plus d'illustrations concrètes. Merci beaucoup Laure Céline pour cette introduction et ce panorama assez complet du sujet de la fidélité relationnelle. Je vais effectivement me tourner maintenant vers Séraphie qui va pouvoir présenter aussi l'approche de cohorte et plus largement répondre à la question, dis-nous en plus sur ce concept de Smart Loyalty et comment il va se distinguer justement d'approches peut-être plus classiques, plus traditionnelles de la fidélité. Merci tous les deux pour la présentation et l'introduction. Effectivement, on avait à cœur de vous aider à formaliser peut-être une méthodologie pour vous aider à penser cette fidélité relationnelle. Il y a une ambition qui est très forte et que Laure Céline a dépeint en introduction. On a pensé 4 piliers pour vous aider effectivement à réfléchir à Smart Loyalty. La première chose qui est importante quand on réfléchit à ces stratégies, c'est la personnalisation. Aujourd'hui, une stratégie de fidélité, elle se doit être personnalisée en fonction des comportements des consommateurs, mais aussi, par exemple, de critères comme l'âge. On voit aujourd'hui que l'appartenance à une génération est forcément un indicateur très avancé de la manière dont les clients vont aussi interagir avec une marque. Deuxième pilier de cette approche, c'est la partie expérientielle. Comme on disait effectivement en introduction, la partie transactionnelle est évidemment le socle, la base souvent des stratégies de fidélité. Mais aujourd'hui, dans la Smart Loyalty, ce que l'on vous propose, c'est vraiment de venir lier transactionnel et expérience pour sortir un peu des sentiers battus et comme disait Laure Céline, créer cette émotion qui va créer cet attachement de marque et cette préférence de marque qui aujourd'hui est clé pour faire revenir les consommateurs. Évidemment, troisième concept important, c'est innovant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les clients, le consommateur moyen en France a entre 15 et 20 programmes de fidélité auxquels il a adhéré. Ça fait beaucoup. Comment on sort du lot? Comment on se différencie? Là-dessus, nous, on a imaginé, on pense qu'il faut vraiment fortement réfléchir les formats d'engagement, venir surprendre et insuffler de la fraîcheur. Évidemment, ça paraît un peu difficile comme cela, mais il y a évidemment des outils et des recettes qu'on va vous dépeindre avec des cas clients. Et enfin, aussi quelque chose qui va venir un petit peu, je pense, chambouler ou venir bousculer peut-être les habitudes quand on pense à un programme de fidélité, c'est comment on le rend agile. Aujourd'hui, un programme de fidélité est souvent pensé pour durer sur plusieurs années et rythmer en fait la vie du conso sur 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Or, quand on regarde le plan d'animation commerciale,
ou globalement, quand on regarde un peu les news et les temps forts de l'année que vous avez à faire vivre, on a ce besoin d'agilité. Il faut qu'une stratégie fidélité, elle vive presque au même tempo qu'un plan d'animation commerciale. Et donc, comment on peut lancer une campagne de feed aussi rapidement qu'aujourd'hui on lance une newsletter? Je pense que c'est aussi un des gros enjeux qu'on va venir effectivement discuter ce matin. Sur la partie format d'engagement, je pense qu'une des grandes nouveautés, c'est comment on va venir sortir un petit peu de l'écosystème de la marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est assez bon, même voire très bon pour capter les événements internes, notamment la transaction ou les activations CRM classiques. Mais dès qu'on sort des canaux qui sont vraiment maîtrisés par la marque, comme par exemple des réseaux sociaux, des animations ou des jeux concours, on a du mal en fait à venir capter l'engagement des clients et venir le reconnaître et le récompenser. Donc pour moi, il y a un peu 3 challenges aussi à adresser dans cette réflexion de la Smart Loyalty. Le premier, c'est comment on crée ces points de contact relationnels à l'échelle. Ça, je pense que c'est important de sortir du projet pour vraiment que ça soit quelque chose qu'on puisse faire de manière hebdomadaire, voire quotidienne. Il y a un enjeu sur la data, comment je vais reconnaître mon client dans ces différents points de contact relationnels. Parce qu'il faut pouvoir capter ce point de contact, le relier à l'ID client et faire en sorte que dans le programme de fidélité, il soit potentiellement crédité de points. Et il faut également, et je pense que c'est un point que Laure Céline a abordé évidemment, c'est comment on maintient aussi une cohérence aux yeux du consommateur. Comment on fait en sorte de choisir les bons leviers qui vont venir vraiment matcher avec l'ADN de la marque pour faire en sorte que le programme soit bien compris et qu'il crée l'effet attendu qui est une préférence de marque parce qu'on a vraiment réussi à créer une histoire et à la raconter auprès de son consommateur. Je reviens juste peut-être sur la partie réseaux sociaux parce qu'on revient du salon One-to-One Monaco que vous connaissez peut-être, où on nous a beaucoup posé la question de j'aimerais pouvoir récompenser mon client pour ses engagements avec la marque, par exemple, sur un réseau social. J'ai beaucoup entendu TikTok ces derniers temps. Effectivement, aujourd'hui, c'est des choses qu'on est capable de faire dans les limitations forcément des API des réseaux sociaux, mais on peut par exemple aujourd'hui venir reconnaître un consommateur sur TikTok et venir le créditer par exemple de points de fidélité s'il a posté un tutoriel sur le produit de votre enseigne. Donc, c'est de nouveaux cas d'usage relationnel qui s'ouvrent en fait aux marques aujourd'hui, qui sont prêts en fait à être industrialisés dans le cadre de vos stratégies de fidélité. Donc voilà, c'est vraiment un peu une nouvelle ère de la fidélité relationnelle qui s'ouvre aujourd'hui et qui va permettre effectivement d'aller plus loin. Très clair. Justement, je t'invite à venir nous présenter quelques exemples d'actions de marques, comme tu as commencé à le faire, qui jouent sur cette dimension relationnelle et qui arrivent à la concrétiser. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, on a sélectionné aujourd'hui 2 exemples. Et je pense que David en a d'autres aussi en stock, ce qui vous permettra d'avoir un panorama assez vaste de la fidélité relationnelle. On a voulu, pour vous donner un peu ces exemples, vous expliquer d'abord qu'est-ce qu'on fait chez Cohort. Cohort, en fait, on est une plateforme de Smart Loyalty. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on est une plateforme qui va aider les équipes CRM et fidélité à venir animer leur programme ou leur stratégie de fidélité avec ces points de contact relationnels. Et comme le disait Laure Céline, on a trois manières, enfin comment dirais-je, étapes qu'on utilise dans notre méthodologie. C'est comment identifier le bon levier. Par exemple, dans la beauté, on a beaucoup d'engagement autour des tendances beauté et ça fonctionne très bien aussi sur, par exemple, des plateformes comme TikTok. Donc, clairement, on peut se dire qu'identifier le bon levier, ça va être pour une marque beauté d'aller discuter des trends et des beauty trends avec ses consommateurs. On va pouvoir aussi se dire, pour pouvoir venir engager avec ces clients-là, le canal que je vais choisir, c'est pas forcément un canal propriétaire, mais dans cet exemple-là, ça va être par exemple un fameux réseau social comme TikTok. Et pour le bénéfice, là encore, dans la partie fidélité relationnelle, on va vous inviter à venir repenser au bénéfice client. Évidemment, la promo, le transactionnel est clé et va être un vrai moteur d'engagement, évidemment. Mais on peut également aller sortir de ces récompenses-là et venir imaginer d'autres choses, des expériences, des avantages qui vont vraiment sortir un peu effectivement de l'ordinaire et vous permettre potentiellement de
passer à l'échelle la partie récompense sans faire exploser la partie générosité. Et là-dessus, je pense qu'il y a toujours forcément cette logique très importante de ROI dans vos réflexions, et on en reviendra dans la discussion. Mais comment on fait en sorte de récompenser avec quelque chose qui va motiver sans faire exploser la générosité? Et je pense qu'une des réponses, c'est de varier le panel des récompenses. J'en viens maintenant à notre premier exemple client. On a choisi la marque Lacoste, avec qui on travaille depuis 1 an aujourd'hui, sur la brique relationnelle de leur programme de fidélité. Donc, Lacoste a rénové son programme de fidélité il y a 18 mois maintenant, en passant du club Lacoste à un programme qui s'appelle Lacoste Community, où forcément les clients sont des membres. Et donc, avec une logique qui est vraiment de créer, de recréer ce lien, même de le créer, de le nourrir, comme disait Laure Céline au début. Et là, par exemple, la méthodologie de Lacoste, elle a été de comment j'identifie le bon levier. Eh bien, clairement, Lacoste a choisi le levier de la co-création. Ils ont évidemment le crocodile, des produits phares comme le polo. Et vraiment, l'idée de Lacoste est de proposer à ses membres de son programme de fidélité d'accéder vraiment à une co-création artistique avec la marque, avec des logiques où le gagnant de la co-création, par exemple, va voir son polo édité et vendu. Donc, c'est extrêmement puissant pour créer du lien émotionnel et marquer forcément les consos et les clients de la marque. Donc, c'est un exemple des activations qu'ils réalisent. Mais vous voyez, c'est vraiment comment je trouve quelque chose, un levier d'engagement qui colle avec mon ADN de marque et qui permet de raconter une histoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Lacoste a voulu aussi faire vivre ce programme en boutique, avec une logique de gamification au sein des espaces boutiques, où par exemple, je donne l'exemple de Noël dernier, où les clients du programme Lacoste Community pouvaient venir, entre guillemets, chasser des crocodiles collecteurs de Noël en magasin. Donc, c'est comment on vient animer cette relation client dans les différents points de contact avec ses clients. Et effectivement, la marque s'est rendue compte que ses clients étaient très sensibles à l'aspect ludique et très, on va dire, playful de la marque. Et donc, joue aussi beaucoup de récompenses sur cette partie-là. Donc, vous voyez, c'est comment j'identifie le levier principal, comment j'identifie aussi les canaux dans lesquels je veux renforcer mon interaction avec mes clients et le type de récompense ou d'interaction que je veux nourrir avec mes clients. Je passe peut-être à un deuxième exemple avant de donner peut-être la parole plutôt à Comarch, mais on a voulu aussi vous parler d'un programme qui sort vraiment aussi des sentiers battus. C'est le programme de la marque Ami, qui est une marque de mode également, où en fait, on a un programme ici qui a pris le parti du pur relationnel. Donc ici, on n'a pas de socle transactionnel. Donc c'est vraiment un parti pris qui aujourd'hui, je pense, est assez minoritaire, mais qui vient nourrir aussi leur stratégie de marque. Et leur objectif, c'est de créer vraiment de la surprise auprès des clients et d'avoir une histoire de marque qui soit vraiment distinctive et différenciante. Et donc, quand on a réfléchi au levier d'engagement qui allait vraiment servir le propos de ce programme d'engagement qui s'appelle Family, on a vraiment voulu jouer autour de la surprise. On a vraiment voulu jouer autour de la surprise et donc comment on crée un lien entre le client et la marque qui est sans cesse renouvelé avec des histoires qui vont vraiment venir sortir le client entre guillemets, de son train-train quotidien. Donc, par exemple, une des opérations de ce programme de fidélité, c'est ce qu'on a appelé les mystery box, où en fait, le client recevait une pochette surprise, donc un concept vieux de plusieurs dizaines d'années, mais une pochette surprise digitale qui s'ouvrait le 25 décembre pour révéler le cadeau de Noël du client. Donc, ça a forcément énormément plu aux clients. Ça a créé aussi énormément de buzz sur les réseaux sociaux et dans la presse. Et une autre opération dont je peux vous parler, c'est la boîte postale, où en fait, pareil, les clients amis pouvaient poster une lettre dans une boîte postale et ils recevaient également une récompense en échange. Donc, vous voyez, une manière d'animer la relation client qui va vraiment venir surprendre le client et avec un fort tropisme côté amis sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, les membres de Family sont invités à connecter leur compte Instagram avec ce programme de fidélité pour être invités à rejoindre ce qu'on appelle une closed loop
une close friends loop, pardon, c'est-à-dire qu'une boucle d'amis privés sur Instagram. Et enfin, en termes de récompense, donc là encore une fois, la récompense promotionnelle n'étant pas trop dans l'ADN de la marque, ils ont voulu pour le coup plutôt mettre l'accent sur la partie événementielle, avec des invitations en boutique, des invitations à des événements et la diffusion de contenu exclusif, c'est-à-dire par exemple des coulisses de leur défilé. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu une vision de ce que peut vouloir dire du relationnel chez des marques qui aujourd'hui ont beaucoup investi bien sûr là-dedans, hein, mais avec une stratégie en termes de projet. On a été live sur ces 2 marques en quelques mois, donc ça va très rapidement. Merci Julia. Merci Séraphie. Avant de passer la parole à David, je note dans le chat que Geoffroy nous pose une question sur le volet ROI, KPI. C'est une question qu'on va adresser un peu plus tard. Donc je me permets à ce stade de juste faire un teasing. Et effectivement, je me tourne vers David pour qu'il puisse nous introduire l'approche Comarch et surtout faire le lien effectivement à ce qu'on vient de voir. Comment ces approches permettent aussi de nourrir l'engagement des clients. Ouais. Merci Julien et bonjour à tous. Donc effectivement, les exemples qu'on vient de voir, hein, c'est une concrétisation hein, des aspects relationnels. Plus globalement, c'est une évolution des programmes d'engagement, hein, si on parle plus largement que purement programme de fidélité. Cette évolution, elle a commencé il y a quelques années. Hein, le Covid en a été un peu, le post-Covid en tout cas, en a été un peu un des catalyseurs, mais ça a plutôt tendance à s'accélérer et puis à se concrétiser comme on a pu le voir. Donc nous, côté Comarch, hein, en tant qu'éditeur de notre plateforme d'engagement client, on va permettre aux marques et aux enseignes en fait de mettre à disposition un spectre très large en fait de mécaniques de feed, hein, que ce soit du earn ou du burn, et que ce soit au niveau transactionnel, mais aussi relationnel. Hein, c'est ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, et ce côté relationnel qui prend de plus en plus de place hein, soit dans les appels d'offres ou dans les discussions qu'on peut avoir avec nos clients, c'est vraiment quelque chose qui s'accélère comme je le disais. Donc on va rester hein, sur des mécaniques assez classiques hein, d'action et de récompense, mais là où on va ajouter cette touche relationnelle qui est de moins en moins une touche et qui est de plus en plus présente, c'est que ça va permettre aussi d'accélérer le côté personnalisation de ces programmes d'engagement. Parce que on va mieux connaître les clients, parce qu'on a eu des interactions avec eux, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit des réponses à des quiz, à des jeux, à des questionnaires, à autres sujets. Et donc, on va pouvoir offrir finalement aux marques et aux enseignes la possibilité d'aller mieux récompenser, mieux étant pas forcément plus large. Hein, pas que ça coûte non plus trop cher hein, rapport au ROI dont on discutera tout à l'heure, mais peut-être finalement aller mieux cibler les clients qu'on veut mieux récompenser, donc peut-être un peu moins large, mais mieux, et finalement augmenter cette satisfaction sur les cibles qu'on veut adresser. Donc tout comme Séraphie, je suis venu avec quelques petits exemples. Le premier exemple qui peut être assez étonnant puisque Intersport a un programme qui est quand même très transactionnel à la base, mais en fait il y a une des spécificités du programme Intersport, c'est qu'il est très transactionnel et que pour bénéficier de certaines promotions, il faut être encarté. Ce qui fait que Intersport a un taux d'encartement qui est très élevé, mais du coup, il faut utiliser finalement cette patte relationnelle pour savoir finalement comment on va aller différencier, ce qu'on a mis ici dans le titre, hein, différencier le client fidélisé du client fidèle. C'est un peu un programme de feed dans le programme de feed qui va permettre finalement d'aller travailler cette base de clients. Et ça passe par de la personnalisation, on l'a vu par rapport aux données qu'on peut collecter sur nos clients, mais aussi par rapport à comment on va aller adresser ce type de client. Là, la personnalisation, typiquement, alors même si ça peut paraître un peu old school, c'est que y a certains clients qui reçoivent encore au moment de Noël, voilà l'exemple qu'on a mis ici, un beau petit formulaire, un beau petit flyer papier. Donc ça, c'est sur une cible assez limitée du nombre de clients, avec des bons d'achat et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans l'expérience, un peu dans la surprise hein, dont Laure Céline parlait tout à l'heure.
Et ça, comment on l'adresse avec Intersport? On l'adresse à travers les niveaux statutaires. C'est ce qui permet finalement d'aller gérer ce que je disais tout à l'heure, hein, le programme de feed. Dans le programme de feed, c'est d'aller définir qui est team bronze, team argent, team or. C'est la terminologie que Intersport utilise. Donc là, qui est basé voilà sur un ensemble de critères également. Et en fonction des niveaux atteints, on va s'ouvrir en fait un certain nombre de possibilités, que ce soit des accès à des événements, que ce soit de recevoir finalement ce type de surprise. Et donc, c'est ce côté relationnel, personnalisé, qui va nourrir finalement la pyramide des clients Intersport. Deuxième exemple, là qui est par essence plus relationnel, puisqu'il a été construit autour du relationnel, avec évidemment du transactionnel aussi. Il y a assez peu, hein, comme Séraphi disait tout à l'heure, il y a assez peu de programmes purement relationnels. Et donc le deuxième exemple, c'est Kiabi. Kiabi qui a appelé son programme En Famille. Donc là, une fois qu'on a dit ça, on pose quand même on pose bien les bases et l'image qu'on veut donner. Et cette image, effectivement, du programme de fidélité, retranscrit l'image que l'enseigne veut donner autour d'elle et pour l'ensemble de sa base client. Et donc tout le programme de fidélité est construit autour de déclinaisons finalement de la famille, que ce soit à travers des recommandations, un peu de faire venir finalement d'autres membres un peu du parrainage, hein, d'autres membres de sa famille dans sa communauté, ça se fait pas encore, mais c'est la close loop, hein, dont Séraphi tout à l'heure parlait tout à l'heure. Mais c'est aussi aller travailler sur le comportement d'achat, que ce soit du multicanal, que ce soit en fonction de différents critères d'achat qu'on peut faire. Et puis surtout, on va gagner des points aussi par rapport à d'autres interactions qu'on peut avoir, et on va pouvoir utiliser ces types de points dans un monde proche de la marque, mais surtout et carrément en fait toujours en lien avec l'image de cette marque, donc qui est la famille. Et donc là, j'utilise mes points pour du soutien scolaire, pour des heures de babysitting, voilà, tous ces exemples-là. Donc là, ça montre bien que par rapport à ce que Laure-Céline disait tout à l'heure, il ne faut pas aller partout. Et Kiabi a eu ce parti pris de dire on va faire du relationnel, oui, mais on ne fait pas n'importe quoi et on reste autour de nos valeurs qui sont la famille et qui sont nos valeurs et les valeurs qu'on veut transmettre aussi sur le marché auprès de nos clients. Dernier exemple, alors là je sors de France et je sors du retail. C'est toujours bien de s'inspirer un petit peu de ce qui se passe par ailleurs. Donc là on est en Afrique du Sud, on est dans le monde de la mutuelle. Et là en fait le programme a été ouvert aussi à des gens qui ne sont pas forcément clients. Le programme a été utilisé finalement un peu à des buts de recrutement. Et il est orienté autour de la connaissance de l'enseigne et la connaissance du métier de l'enseigne. Là, l'objectif, c'était que les clients ou potentiellement futurs clients travaillent finalement à mieux connaître le métier. Et donc, on gagne des points parce qu'on fait des formations sur un certain niveau financier, on apprend un certain nombre de produits, on travaille à mieux comprendre finalement les notions à la fois d'investissement et de travail dans ce monde bancaire ou d'assurance. Tout en travaillant aussi autour de la recommandation. Dans le relationnel, hein, il y a aussi assez souvent ce côté communautaire de recommander aussi le bouche à oreille finalement qui peut bien fonctionner. Voilà pour les trois petits exemples avec lesquels je suis venu aujourd'hui, Julien. Super, merci David. Je propose qu'on revienne sur un sujet que tu as commencé à aborder, c'est surtout ce sujet de la personnalisation, de la contextualisation, comment justement on peut aller pousser les curseurs avec ces approches et venir stimuler les achats, les comportements des clients. Alors, déjà, il faut savoir, on l'a vu sur quelques chiffres et puis dans les exemples de Laure-Céline, ce côté personnalisation des programmes, des récompenses, du programme, en fait, c'est quelque chose qui répond à une attente du client. Donc déjà, une fois qu'on a dit ça, on sait que si on y va, on va pas
priori, pas trop faire fausse route, sauf à pas être dans la bonne direction, mais globalement, on répond à une attente, on devrait avoir, si ce n'est de l'engouement, au moins un peu d'intérêt pour ce type de mécanique, hein, que ce soit sur du earn ou du burn. Et en fait, on va avoir cette possibilité d'aller utiliser ces mécaniques relationnelles à la fois pour motiver un comportement et donc le récompenser, mais également pour la personnalisation, ça va permettre aussi de récupérer un ensemble de données, de mieux comprendre le client et d'aller proposer des offres qui sont plus en adéquation avec ses attentes. Il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver en magasin et d'avoir un coupon sur, je prends souvent cet exemple, hein, d'un coupon sur des couches culottes quand on a des enfants qui sont adolescents. Donc ça, c'est cet exemple-là qui existe encore beaucoup sur le marché et que voilà, ce côté relationnel va pouvoir aller améliorer et tout en visant juste. Et puis donc effectivement, si on reprend quelques exemples parmi ceux qui ont été présentés, c'est que on va aller mixer ce côté relationnel avec le côté transactionnel qui reste encore la base, le tout sur différents points de contact, sur différents canaux, en omnicanalité, que ce soit en magasin, en ligne. Et puis là, en fait, effectivement, avec des solutions comme Cohort, ça permet d'aller en dehors de l'écosystème, du pur écosystème interne client et d'aller travailler avec des réseaux sociaux et d'autres partenaires de ce type. Merci beaucoup, David. Alors, Céline, je reviens vers toi. Un sujet peut-être aussi pour aider les personnes qui sont autour de ce webinaire à penser l'approche. Quand on va justement se lancer sur cette démarche, selon toi, quels sont les principaux écueils à éviter? Oui, je dirais, globalement, il y en a vraiment deux sur lesquels il faudra être vigilant. Dès qu'on va être sur des campagnes, sur des expériences en fait de fidélité relationnelle, vous n'aurez plus forcément la même mesure de ROI que vous avez pu avoir habituellement. Donc ça, c'est déjà en interne, il va falloir déjà l'expliquer en amont, parce que c'est un changement. Mais par contre, c'est pas pour autant en fait qu'il faut se dire qu'il n'y aura pas de mesure de ROI. Je pense que c'est important au moment où vous allez créer ces nouvelles expériences, proposer ces nouvelles expériences, de réfléchir un petit peu aux indicateurs qui vous diront que cette expérience globalement est réussie. Voilà, donc ça c'est ce volet vraiment comment je vais mesurer, qu'il est nécessaire en fait de bien adresser, parce que sinon vous risquez de faire valoir ces nouvelles expériences plutôt comme des centres de coûts et pas forcément en interne, et pas forcément en faire voir toute la valeur ajoutée. Et le deuxième écueil, c'est que c'est pas en ayant proposé une seule expérience que vous aurez créé votre fidélité relationnelle. C'est bien un fil rouge à avoir, et c'est bien une continuité dans le temps. C'est-à-dire que votre parti pris, en fait, vous devez bien le matérialiser dans le temps à plusieurs moments, sur plusieurs expériences, pour vraiment en avoir le fruit. Le fruit, en fait, c'est pas juste une promotion à un moment donné que vous allez envoyer et qui là va vous permettre de matérialiser une certaine somme de chiffre d'affaires. C'est bien une somme d'expériences inventées, proposées, qui va créer ce lien. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Ouais, pour ces éléments, ces écueils. Je reviens vers Séraphie avec une question. Selon toi, avec ce qu'on a vu, quel est le mix idéal entre une approche relationnelle et une approche transactionnelle, on va dire, plus classique? Quel équilibre, finalement, il faut avoir dans un programme de fidélité? Oui, c'est une bonne question, effectivement. Et je reviens un peu sur ce que Laure-Céline disait sur le ROI. C'est que le transactionnel va pouvoir être mesuré sur de la conversion. Presque chaque campagne transactionnelle va permettre de se dire est-ce que ça a marché ou pas, de manière un peu indépendante. Sur la partie relationnelle, c'est plutôt un cumul effectivement de points de contact et de campagnes qui va créer le ROI. Et donc par exemple sur cette partie-là, on va plutôt regarder la fréquence d'achat. Idéalement, ce qu'il faut quand vous pensez un peu vos stratégies sur la partie relationnelle et que vous imaginez un test,
il faut regarder sur la fréquence d'achat moyenne. Donc, par exemple, 3-4 mois en fonction des industries. Ça permet d'avoir un cycle total en fait avec le client et de pouvoir vraiment comprendre l'impact de sa stratégie relationnelle. Et donc le bon équilibre, il va forcément varier un peu en fonction de l'industrie dans laquelle on se situe bien sûr, et je dirais aussi du type d'audience avec qui on discute. Je pense que ce qui va être intéressant aussi pour les personnes, les têtes pensantes de ces stratégies relationnelles, c'est de comprendre à qui je parle et comment je leur parle. On a des audiences qui sont très appétentes au relationnel, où il y a beaucoup de choses à explorer. Et il y a des audiences qui seront très promophiles. Donc là encore, la personnalisation va vraiment jouer son jeu à plein. Et pareil, quel type d'expérience je propose à qui? Si vous voulez, par exemple, investir par exemple sur la partie réseaux sociaux, bon, bah, clairement, on va aller viser un certain segment de vos clients. Donc cette balance-là, réponse un peu circonvolue, mais en fait, ça va vraiment effectivement dépendre de votre secteur d'activité et à qui vous vous adressez. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de ne pas finalement décider en amont pour les 2 ans à venir, c'est d'adopter une stratégie très test and learn. C'est-à-dire que clairement, bien dosé, bah, il va falloir tester, expérimenter. Et donc, vous armer des outils qui vont vous permettre de tester sans forcément s'engager sur une voie qui n'était peut-être pas la bonne. Je pense que, comme disait David, on est au début quand même de la partie relationnelle. Clairement, ça prend beaucoup d'ampleur. Mais pour trouver le bon levier d'engagement, les bons canaux, il va falloir essayer. Donc, je dirais qu'il va falloir faire preuve aussi de beaucoup d'agilité sur cette partie-là. Merci Séraphie, effectivement ça répond aussi à la question comment on débute, comment on rend ça scalable à l'échelle d'une entreprise. Alors je vais arriver sur la question cruciale, puisque aussi elle a été posée, c'est sur le sujet du retour sur investissement. Peut-être en passant d'abord la parole à David et en répondant finalement à cette question, effectivement, comment on va le mesurer et aussi comment les approches de Smart Loyalty permettent de démultiplier les points de contact avec les clients et justement de s'y retrouver à la fin en termes d'investissement. Alors, je vais compléter un peu ce que Séraphie a dit tout à l'heure. Sur ce qu'on voit, et comme effectivement la majeure partie des programmes d'engagement sont transactionnels avec un petit peu de relationnel aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut, je pense, prendre un peu de hauteur et voir la chose dans sa globalité. C'est-à-dire que si on veut avoir un ROI sur du pur relationnel, alors ça peut arriver, et ça arrive très probablement sur certaines enseignes, mais si on veut le voir sur du plus long terme, il faut vraiment voir le programme d'engagement comme un ensemble transactionnel et relationnel, le tout avec un ensemble, on va dire, assez homogène, et pas j'ai mon programme transactionnel et puis j'ai mis 3-4 trucs relationnels au-dessus parce que ça fait bien de faire du relationnel. Donc, il faut vraiment voir cet ensemble-là. Et là, du coup, il y a les indicateurs classiques de mesure de ROI des programmes transactionnels qui peuvent toujours s'adapter. Il faudra aussi adapter ces indicateurs, hein, la fréquence ou le panier moyen en sont des bons, mais c'est vraiment sur cette partie-là qu'il faut gérer, vraiment voir cette partie dans la globalité et sur du moyen long terme. Effectivement, aujourd'hui, on en est encore au début, c'est assez dur d'avoir du recul, un recul complet, et une stratégie en test and learn, c'est assez intéressant aussi, surtout dans des fonctionnalités qui sont activables parfois assez rapidement, hein, comme Séraphie disait tout à l'heure, en quelques mois ça peut être fait, donc ça permet aussi le temps d'avoir un petit peu de recul. Séraphie, est-ce que tu souhaites également répondre à ce sujet crucial du retour sur investissement ? Oui, bien sûr, et enfin, je vais juste compléter rapidement parce que j'avais déjà un petit peu abordé, mais je pense que très rapidement, effectivement, comme disait Laure-Céline, c'est le cumul des activations relationnelles qui vont permettre un ROI qui va être mesurable. Donc, je pense que à l'échelle d'une campagne unique, on va regarder son taux d'engagement. Et donc là, on va reprendre des KPI de CRM classiques que vous connaissez par cœur, mais qui vont vraiment venir mesurer en fait ma capacité à venir réveiller, activer la base client. Et sur une durée plus longue, ce qu'on fait souvent avec nos clients, c'est on fait des A/B tests. Sur une audience comparable, on va regarder la fréquence d'achat et le panier moyen sur un échantillon qui a été engagé de manière transactionnelle et relationnelle.
et un échantillon qui n'a pas forcément bénéficié de la partie relationnelle, et on va pouvoir mesurer l'impact. Donc, bien qu'on vous dise il faut un peu changer son mindset, il est quand même tout à fait possible de mesurer un ROI pour vous aider aussi à convaincre les COMEX, les CODIR sur effectivement l'impact de la partie relationnelle. Il faut juste effectivement dézoomer un petit peu et avoir un temps un peu plus long. Merci beaucoup à tous les deux pour ces explications. Alors, on va arriver à la fin de cette partie table ronde. Pour laisser le temps aux participants de poser des questions dans le chat, s'ils en ont. Laure-Céline, je reviens vers toi, peut-être pour justement conclure un peu ces échanges et avoir le mot de la fin sur le sujet de fidélité relationnelle. Voilà, disons que pour le mot de la fin, vous aurez compris en fait qu'il est intéressant de réinventer cette fidélisation client sur le volet relationnel. L'idée, c'est vraiment d'avoir un impact durable. Et derrière, ça veut dire quoi un impact durable? Ça veut dire voilà, il y a vraiment 4 bénéfices. Le premier, avant tout, c'est quand même d'éviter de rentrer dans la spirale promotionnelle. Le deuxième va vous permettre, en fait, la fidélité relationnelle, ça va être une façon d'exprimer aussi votre plateforme de marque. Donc, ça va vous permettre de faire vivre davantage votre plateforme de marque. Ce qui va être intéressant, c'est que du coup, vous allez créer de l'engagement avec beaucoup de surprises, en arrivant à surprendre avec toutes ces expériences différenciantes. Et au final, ce qui est intéressant, c'est que vous créez un actif, puisque derrière, vous instaurez un pacte de confiance et de transparence avec vos clients. Et donc, vous créez un actif qui vous sera du coup durable pour votre marque. Merci beaucoup, Laure-Céline. Donc, il nous reste effectivement du temps pour prendre quelques questions. Donc, vous pouvez les poser directement dans le chat. Moi, j'en avais quelques-unes, et notamment pour compléter sur ce volet investissement. Est-ce qu'on peut donner, par exemple, des budgets moyens pour monter des opérations comme celles qu'on a vues, par exemple, pour Lacoste ou pour d'autres, mais voilà, pour avoir aussi une ordre de grandeur du ticket nécessaire pour aller sur ces sujets? Peut-être, je ne sais pas, Séraphie, si tu veux répondre à ce point-là. Avec plaisir. Donc, moi, je m'en tiendrai à la partie strictement relationnelle, hors programme de fidélité plus dans son ensemble, où forcément, c'est des programmes qui vont être plus conséquents. Pour venir tester des premières logiques des Smart Loyalty, on va pouvoir vraiment, avec un investissement modéré, et donc pour une enseigne de grande taille, on va parler de quelques milliers d'euros par mois, d'aller vraiment venir pouvoir vraiment tester à l'échelle une fidélisation relationnelle, avec forcément toujours la capacité à faire ça sous un format de test initialement pour pouvoir se créer des convictions. Donc, c'est tout à fait accessible, sachant qu'en termes de ressources opérationnelles, parce que finalement, bien que les sujets de budget soient super importants, ce qu'on va souvent nous dire, c'est « Ok, moi, j'aimerais bien essayer, mais j'ai personne pour opérer en interne. Donc, est-ce que ça va me prendre du temps ?» Et donc là, clairement, peut-être pour rassurer également les équipes, c'est des choses qui sont légères à mettre en place. Ce n'est pas des usines à gaz. On ne va pas vous demander d'avoir un chef de projet dédié à la question. Non, c'est quelque chose qui est absorbable par une équipe et qui permet aussi, et souvent, effectivement, nos équipes aussi chez Cohort viennent aider les équipes métiers de manière très proche. Merci. Si je complète, je me permets, Julien, d'intervenir un tout petit peu pour compléter la réponse de Séraphie. En fait, ça a été aussi une des raisons de notre collaboration, notre partenariat avec Cohort, c'est que nous, côté Comarch, effectivement, on propose ce potentiel très large. Et quand on allait voir nos clients, effectivement, sur la partie transactionnelle, se connecter à un système de caisse, se connecter à un site web, on sait faire, c'est pas toujours le plus simple, mais globalement, on sait faire, on l'a déjà fait des dizaines de fois. Donc ça, c'est pas la problématique majeure quand on veut parler d'un vrai programme d'engagement. Par contre, on explique aussi que on a cette capacité d'aller absorber tout type d'événements, mais il nous manquait ce point de contact en fait final. On n'arrivait pas vers nos clients en disant on a une solution complète bout en bout.
Et effectivement, ce partenariat, cette collaboration avec Cohort permet de remplir un certain nombre de use cases sur lesquels nous, on gère effectivement la partie transactionnelle, mais en même temps, avec Cohort, en fait, on a ce lien direct vers les réseaux sociaux et les autres plateformes qui sont en dehors de l'écosystème des marques. Merci beaucoup, David. Peut-être une autre question qui permet aussi de revoir des choses qu'on a vues, mais selon vous, aujourd'hui, quel type de récompense, autre que le transactionnel, fonctionne le mieux finalement? Si on devait faire des choix et des tests qui vous paraîtraient les plus audacieux, les plus pertinents, qu'est-ce que vous recommanderiez? Je me lance peut-être. Je pense qu'il y a pour les marques ou les enseignes en capacité de faire les invitations à des segments de clients, à des événements en magasin, ça peut être des lancements de collabs, des lancements produits ou du service en magasin va être toujours extrêmement apprécié. On peut le réserver à une audience assez VIP parce qu'on ne peut pas forcément scaler ça au-delà d'une poignée finalement de conso, mais ça a un impact qui est très, très fort sur les clients. Après, on a aussi, nous, un grand succès avec les mécaniques de récompense gamifiées. C'est-à-dire que finalement, on garde le même nombre de récompenses, mais on va créer des mécaniques de roue de la fortune, de mystery box, d'instant gagnant, qui vont permettre de totalement maîtriser la générosité, tout en exposant en fait une très large base à ces récompenses. Et ça fonctionne très bien. On l'utilise beaucoup avec nos clients. Donc, il y a à la fois le type de récompense et la manière dont on les délivre, sur lequel on peut jouer. Donc, c'est ce double levier-là qui fonctionne bien. Et après, n'hésitons pas aussi à aller chercher des récompenses qui sont plus dans l'émotion. Typiquement, comme je disais, avec Lacoste, cette capacité à venir collecter des crocodiles collector. Ça paraît peut-être trivial, mais finalement, c'est un attachement fort à la marque, à son élément iconique, et qui finalement déplace en fait aussi qui fait aussi un peu de drive to store et qui fonctionne bien. Je sais pas, David, si tu veux compléter. Non, je suis complètement en ligne, effectivement. Puis ça fait écho avec l'intro de Laure Céline, hein. On est dans l'émotion, dans la surprise. Alors, ça s'adapte pas à tous les secteurs d'activité, évidemment, et cette émotion, cette surprise, on peut appeler ça de l'expérientiel, du serviciel, enfin, appelons ça comme on veut. Ça permet de sortir de la routine tout court et de sortir de la routine des programmes de fidélité. Le 1 euro égale 1 point qui donne des coupons, c'est bien, mais quand à côté de ça, on a d'autres mécaniques, et le relationnel permet de le faire de plus en plus, d'autres mécaniques pour gagner quelque chose, entre guillemets, et en même temps pour pouvoir aller l'utiliser, et que cette utilisation, elle se passe dans un type d'interaction différent de l'interaction classique avec la marque. Voilà, c'est quelque chose qui est plutôt marquant et qui a une vraie valeur au final, une valeur perçue pour le client final. Merci David. Donc effectivement, là on arrive au bout de ce webinaire. Je me retourne une dernière fois vers mes 3 experts. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot, un nouveau mot de la fin, quelque chose qui n'aurait pas été abordé ou quelque chose que vous souhaiteriez vraiment communiquer à l'auditoire sur ces sujets? Peut-être si je me lance, je pense c'est vraiment démythifier un petit peu le sujet. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui a pu faire peur dans le passé parce qu'on avait l'impression qu'il fallait monter des grosses équipes, des gros projets. Aujourd'hui, je pense qu'on a la chance d'avoir des solutions qui sont prêtes à vous accompagner là-dessus et des succès. Donc, ça permet aussi de mieux vendre en interne. Donc, pour moi, c'est ce mot-là, c'est pas d'inquiétude, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible aujourd'hui pour les équipes qui sont aujourd'hui déjà très chargées. Tout à fait. Pardon, vas-y, Larcéline. Tout à fait. Dans ce contexte économique qui est quand même compliqué, en fait, il ne faut pas avoir peur quand même d'aborder en tout cas de développer en fait ce type d'opération, puisqu'effectivement, ça peut être très fructueux. Je pense que effectivement, là, vous avez tout dit. Faut y aller. Très bien. Écoutez, merci à tous les 3. Merci aussi à tous nos participants. Ils ont été très nombreux à se connecter ce matin. Merci pour les remerciements aussi que je vois défiler sur le chat.
Et du coup, eh bien, on va pouvoir conclure la session en vous disant à bientôt pour d'autres sujets autour de la fidélisation et d'autres, évidemment. Merci à vous. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous. Très bonne journée.